Bonjour et bienvenue à la série de webinaires de Excellence en soins de santé Canada sur le vieillissement à domicile. Je m'appelle Kayla Macmillan, mes pronoms sont elle et là. Je suis ravie d'être votre animatrice aujourd'hui. Je vous invite à vous présenter dans le clavardage et à partager le nom des terres ancestrales d'où vous vous connectez. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais participé à cette série, la série de webinaires Favoriser le vieillissement chez soi, elle vise à explorer un large éventail de sujets et à partager des exemples de réussite, des leçons tirées d'initiatives qui aident les personnes âgées à vieillir chez elles avec les soutiens appropriés. Le thème de notre session du jour est de voir le vieillissement autrement. Passons à la diapositive suivante. Nous sommes heureux de vous proposer aujourd'hui une interprétation simultanée en français par Boost Events, une filiale de Boost Lingo, pour cette session. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français dans le menu Interprétation en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas le menu d'interprétation sur votre écran, veuillez sélectionner le menu trois petits points, plus, et sélectionner Interprétation. Si vous avez besoin d'aide à tout moment pendant ce webinaire, vous pouvez contacter le soutien technique ou le technical support en anglais via la fonctionnalité de clavardage. Nous vous invitons également à partager vos questions, vos commentaires à tout moment en utilisant le clavardage en anglais ou en français et nous vous encourageons tous à répondre aux commentaires, à poser des questions dans la discussion si vous le souhaitez. Nous transmettrons autant de questions que possible à notre intervenant lors de la session de questions-réponses à la fin du webinaire. Et si vous avez plus de questions que le temps ne le permet, nous enverrons des réponses plus tard par courriel. Cette session est enregistrée et nous partagerons un lien vers l'enregistrement dans les prochaines semaines. Prochaine diapositive. Je voudrais tout d'abord préciser que nous diffusons ce webinaire depuis le territoire non cédé et non abandonné des Algonquins, où se trouve le bureau de l'ESC. Je tiens également à préciser que je me joins à vous depuis mon bureau à domicile, situé sur le territoire Almiland Tract, qui appartient au peuple Anishinaabe, Shonoton et Haudenosaunee. Ce territoire fait également partie des terres protégées par le wampum, Dish with one spoon, le plat et la cuillère. Le wampum nous invite à partager équitablement la terre et ses ressources, ce qui est symbolisé par un plat et une cuillère partagés, et à garder le plat propre en prenant soin de la terre et en assurant la paix entre tous ceux qui la partagent. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir vivre ici en tant que colon sur ces terres, et en particulier pendant l'été. J'ai eu la chance de pouvoir continuer à explorer de nouveaux espaces naturels, locaux, et j'apprécie vraiment profondément la gestion des gardiens traditionnels de cette terre. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, je vous invite à vous présenter dans le clavardage et à nous faire savoir de quelle terre vous venez. Merci à mes collègues en coulisses qui vont pouvoir ajouter le site web Nativeland dans le clavardage si vous souhaitez en savoir plus sur le territoire dont vous venez. Prochaine diapositive. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencier du jour, Dan Levitt. Dan défend sans relâche les droits des personnes âgées et des aînés depuis 30 ans à l'échelle locale, provinciale, nationale et internationale. Avant d'être nommé défenseur des personnes âgées de la Colombie-Britannique, Dan a occupé pendant plus de 10 ans des postes de direction dans des résidences pour personnes âgées et des établissements de soins longue durée dans la vallée du Bas-Fraser, où il a contribué à façonner un avenir adapté aux personnes atteintes de démence et à leurs proches. Il a été également professeur adjoint de gérontologie à l'université Simon Fraser et ancien chargé de cours à l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique. Il a également été inspecteur auprès d'agrément de Surveyor Canada, où il a évalué l'amélioration de la qualité et les soins centrés sur la personne dans les établissements de soins de longue durée et les prestataires de services communautaires à travers le Canada. Il est cadre certifié en santé par le Collège canadien des leaders en santé et a obtenu le statut de membre émérite du Collège en juillet 2024. Il a également reçu le prix du jeune cadre décerné par la section du Lower Mainland de Colombie-Britannique du Collège canadien des leaders en santé. Sur la scène internationale, Dan a récemment siégé au conseil d'administration du Global Aging Network et de la Fédération internationale sur le vieillissement. Dan est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Université de Colombie-Britannique et d'une maîtrise du Centre d'études sur le vieillissement de l'Université du Nord du Texas. Il a siégé au conseil d'administration de la Denominational Health Association de la Société Alzheimer de la Colombie-Britannique. Il est inspiré par le parcours de ses grands-parents et arrière-grands-parents
et soutient maintenant ses parents qui profitent pleinement de la vie à plus de 80 ans. Bienvenue Dan, nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Kayla pour cette introduction, cette présentation et je pense que la seule personne qui aimerait entendre ce texte serait ma maman. Mais merci quand même pour cette présentation. Merci beaucoup d'être là. C'est à vous maintenant. Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup à tous d'être là. Comme on l'a mentionné, je suis Dan Levitt. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais reconnaître que je fais ce webinaire de la Colombie-Britannique qui fait partie du territoire algonquin et des Premières Nations. C'est un privilège d'être là. Et beaucoup d'entre vous, je pense, sont intéressés par ce sujet, notre sujet du jour. C'est peut-être votre travail, peut-être que vous êtes à la retraite, peut-être que vous avez fait l'expérience de l'agisme vous-même. Donc, je voudrais parler du contexte dans la Colombie-Britannique, où la situation, les services peuvent être encore améliorés pour les personnes aînées. Mais aussi, je voudrais rappeler qu'en avril de l'année dernière, c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire une étude sur ce que pensent les Britanno-Colombiens des services de santé, des ressources allouées à eux, savoir comment est-ce que cela s'organise. Et donc, nous avons eu beaucoup de discussions aussi avec Kayla avant le webinaire du jour et on a parlé un peu de notre historique, de lorsque nous étions jeunes, dans nos familles, qui avait le statut le plus important. Et moi, dans ma famille étendue, du côté de ma maman, c'était un groupe de personnes très divers. Mais peu importe votre statut socio-économique, votre pays d'origine peu importe le critère que vous regardez, le facteur principal pour nous dans notre famille, c'était l'âge. Donc, lorsque j'ai grandi, je me suis demandé, je pensais que tout le monde vraiment apportait énormément de valeur, attachait beaucoup de valeur aux aînés. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Et donc, c'est pour cela qu'on est arrivé au terme agisme, en se rendant compte de ces disparités. Ici, vous pouvez voir un petit portrait des aînés en Colombie-Britannique. Et donc, ma collègue a présenté qu'il y avait une population bien sûr vieillissante d'ici 2036. Donc en ce moment, en Colombie-Britannique, 20% des personnes sont au-delà de 65 ans, pardon, et donc c'est-à-dire que c'est 5,5 millions de personnes en Colombie-Britannique et 1,5 millions de personnes sont des aînés. Donc, c'est bien une personne sur cinq. Et d'ici quelques années, ce sera une personne sur quatre. Donc, ici, maintenant, nous, nous avons l'opportunité de créer des infrastructures pour pouvoir les soutenir, les infrastructures qui sont nécessaires pour pouvoir soutenir cette population vieillissante, pour que nous puissions aussi nous-mêmes être soutenus lorsque il arrive le temps de, lorsque nous devenons plus âgés. Il y a différents groupes de population basés sur leur année de naissance. Donc, nous avons groupé des décennies ensemble et parfois il y a des similitudes. Par exemple, peut-être qu'ils interagissent quand même un petit peu avec l'économie de la même manière. Mais d'après moi, on essaie de les grouper comme ceci. Mais par rapport à mon, ex- mon expérience, si vous rencontrez quelqu'un de 79 ans, vous avez simplement rencontré une personne de 79 ans. Ce ne sont pas simplement un groupe de personnes. C'est un stéréotype de les grouper ainsi. Ainsi, c'est une discrimination. Donc, aujourd'hui, les personnes
les baby boomers qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, ont à peu près 79 ans aujourd'hui, auront d'ici 2036 90 ans. Une autre statistique qui était très intéressante, c'est que non seulement il y a plus d'aînés, mais aussi on vit plus longtemps. Donc, si on réfléchit aux personnes de plus de 85 ans, c'est 12%, alors qu'au Japon, c'est encore plus élevé. Donc, ça passera de 12 à 17%. Et je vous montrerai dans la prochaine diapositive pourquoi ce chiffre de 85. Donc, si on va au milieu à gauche, vous pouvez voir que à 85 ans et plus, 9% des aînés en Colombie-Britannique vivent dans des établissements d'aide à la vie autonome. Il y a aussi 11% qui sont à la maison et qui reçoivent des soins à la maison. Donc, un tiers des personnes au-delà de 85 ans en Colombie-Britannique reçoivent des soins d'une manière ou d'une autre. Donc, et il y a aussi un tiers des personnes qui sont en situation de prodiguer des soins à leurs proches, souvent leurs partenaires, les maris, les femmes. Et ces personnes, les personnes qui prodiguent ces soins sont des personnes à aider, ainsi que les personnes qui reçoivent les soins. L'autre tiers, pour l'instant, va bien. Voilà un rapport sur les soins longue durée pour montrer les demandes grandissantes que nous allons devoir rencontrer en Colombie-Britannique et au Canada, mais aussi dans d'autres pays. Là, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un diagramme et vous pouvez voir que la ligne du bas, c'est les prédictions pour le ministère du ministère de la Santé pour les lits nécessaires dans les établissements de soins, alors que vous pouvez voir la ligne du haut présente eh bien, les prédictions en fonction de la population et vous pouvez voir ici, bien évidemment, l'écart. Peut-être que c'est une conversation pour un autre séminaire, mais simplement pour souligner que lorsqu'on essaye de réfléchir aux ressources, il faut garder en tête toutes les différentes pressions que nous aurons en tant que société, parce qu'autrement, le reste des soins, du domaine des soins sera surpeuplé. Il y aura des chirurgies qui seront retardées, il y aura moins d'ambulances, il y aura moins de bureaux de médecins, il y aura moins de... Et parce que aussi les personnes plus âgées souvent prennent un peu plus de temps chez le médecin. Et donc, il va y avoir des goulots d'étranglement. Donc, les jeunes doivent prendre soin de leurs aînés. Et cela va poser d'autres problèmes, d'autres problématiques par rapport à l'économie. Donc, pour l'instant, nous essayons de faire du mieux qu'on peut ici au Canada, mais il y a des impacts non négligeables sur les aînés et sur les ressources allouées aux soins de santé. Voilà un peu les défis par rapport à l'infrastructure qui incombe aux aînés. Si on regarde maintenant le haut de la diapositive, si on regarde quelques statistiques, il y a un mythe. Un mythe est une perception que toutes les personnes aînées sont riches. C'est bien sûr, il y en a certains qui ont les moyens, mais d'autres qui n'en ont pas. En général, c'est 35 000 dollars canadiens par an en moyenne. Ce n'est donc pas tant que ça. Et 25% des aînés au Canada vivent en dessous du seuil de pauvreté ou environ 25 000. Donc, un autre mythe, c'est aussi que les personnes aînées utilisent plus de ressources que d'autres personnes jeunes. Eh bien, comme vous pouvez le voir ici, ce n'est pas vrai. À 80 ans, à 85 ans ou plus, cela se vérifie, mais avant ça, point du tout. En général, les personnes peuvent utiliser leurs ressources de manière intelligente.
En Colombie-Britannique, par exemple, on peut essayer d'économiser ou de faire appel à certaines aides. Et il y a par exemple aussi une facture que les aînés vont devoir payer et que les jeunes personnes ne vont pas avoir à payer. Donc, il y a 25% des personnes qui n'ont, pardon, 20% qui louent. Et s'ils perdent leur appartement, eh bien, cela leur poserait bien sûr beaucoup de problèmes. Et ce serait encore bien plus compliqué, bien sûr, que quelqu'un qui est dans la force de travail et qui gagne un meilleur salaire. 15% des aînés sont employés, certains parce qu'ils peuvent et d'autres parce qu'ils n'ont pas le choix. L'interprète en français aujourd'hui, elle nous a dit avant le webinaire de ralentir, donc je vais essayer de le faire. Mais elle a dit aussi que une personne euh, travaillait encore à l'âge de 77 ans, mais parce qu'elle adorait ça. Donc après, si vous travaillez dans les soins de santé, j'aimerais beaucoup aussi écouter vos commentaires. Si vous regardez vos aides et subventions, vous- je ne sais pas si ça existe autre part qu'au Canada, mais peut-être que vous n'avez pas le droit de travailler au-delà d'un certain âge. Et donc ça, c'est une discrimination. Et donc, à 65, on perd certaines aides. En Colombie-Britannique, on peut perdre, par exemple, les assurances d'une entreprise, etc. Et à 71 ans, si vous continuez à travailler, vous ne pouvez plus contribuer à votre pension de retraite. Donc, il y a des défis qu'il faut appréhender, surtout si nous voulons que la population des aînés puisse continuer à travailler en bonne santé s'ils le souhaitent. Il y a des syndicats, des personnes aînées, et ils se posent la question en fonction. Il y a bien évidemment, si on n'a plus les mêmes avantages qu'un jeune employé, peut-être que cela pourrait poser des problèmes. Donc, les aînés sont très importants dans la force de travail. 80% de ces aînés ont des permis, le permis de conduire. En Colombie-Britannique, il faut aller voir le médecin à un certain âge pour pouvoir évaluer si vous êtes encore en état de conduire. Il y a les personnes qui payent 270 dollars canadiens pour pouvoir repasser leur permis afin qu'ils puissent rester indépendants. Moi, je pense que ce sont des coûts qui devraient être couverts. Donc, il faut s'assurer aussi que les transports publics sont accessibles pour les aînés, non seulement pour aller aux rendez-vous médicaux, mais également pour profiter de la vie le plus longtemps possible. Un autre mythe, c'est que si vous vivez longtemps, vous serez atteint des démence. Ce n'est pas le cas. Il n'y a que 5% de personnes qui sont diagnostiquées avec la démence. Mais par contre, on peut avoir des pertes de mémoire, hein, de la mémoire à court terme. Et donc, dans ces cas-là, et souvent, les choses qu'on oublie sont des choses qui n'ont pas trop de conséquences. Donc, il y a des organismes et des lieux de travail où on peut aussi accommoder ces personnes qui ont peut-être des pertes de mémoire à court terme. Mais par exemple, la maladie Alzheimer, les autres maladies qui sont sérieuses, il faut bien sûr s'assurer que nous avons un système robuste pour pouvoir les soutenir. En Colombie-Britannique, il y a un centre sur la santé du cerveau
des personnes aînées. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et il y a d'autres maladies, bien sûr, Parkinson's, ALS. Et j'aimerais beaucoup avoir un département gériatrique dans tous les centres d'oncologie, car ce serait très intéressant. On peut, il y a plus de personnes aînées que d'enfants, alors qu'il y a plus de pédiatres. Donc, plutôt que de médecins gériatriques. Donc, je crois qu'il y a 7 pédiatres pour un médecin gériatrique. Ce n'est pas normal. Bon, parlons un peu de l'agisme tout particulièrement. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que l'agisme? Je lisais l'article séminal qui a été écrit par Barbara Butler en 1979. C'est mon année de naissance en plus. Je vais lire un peu de cet article. Il faisait partie de l'Association gériatrique américaine et, et au début, c'était un peu ridicule d'écrire un article comme cela par rapport à la communauté. Il disait par exemple qu'il y avait une communauté qui s'appelait Chasey Chase et les personnes âgées et les citoyens étaient plus âgés et quelqu'un voulait créer un centre, une communauté de personnes âgées. Et les voisins de ce village étaient vraiment mal à l'aise. En fait, ils décrivaient ces personnes aînées comme parfois ils les traitaient de bigots et on entendait des stéréotypes, exactement comme si on voudrait chasser un voisin indésirable de notre voisinage. Donc en fait, c'est vraiment euh, de la discrimination. Les préjugés. L'interprète s'excuse, nous n'avons pas reçu l'article en avance et il est presque impossible d'interpréter ceci si la personne lit. La, raconte la définition de l'agisme, c'est lorsque on ressent et que nous avons des propos dérogatoires à l'encontre des personnes âgées. Et donc là, cette personne a parlé pour la première fois de l'agisme et a également décrit tout ce processus. Vous pouvez regarder cela en ligne. À la fin, il y a un autre paragraphe à la fin avec d'autres problématiques où ils disent, à la fin, ils disent, toutes les personnes de 80 ans, motivons-nous et levons-nous pour la justice. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant en 1979. Donc, on peut voir que c'est il y a à peu près 40 ans donc qu'on a commencé à parler de ce concept. Donc, il y a des stéréotypes, c'est comment on se sent, comment on agit, et comment on agit aussi à notre rencontre, donc contre nous-mêmes ou envers les autres. Donc, il y en a trois. Il y a différents types d'agisme, institutionnel, interpersonnel et dirigé vers soi. L'année dernière, je voulais transférer de l'argent à une banque à l'international et je n'avais pas le bon code. Et tous ces codes bancaires sont un peu compliqués. Je ne voulais pas faire de faute. Donc, la banque a voulu que je télécharge l'application et je n'avais pas le Wi-Fi. J'ai donc dû utiliser les données de l'entreprise et ils ont dit, eh bien, nous pouvons faire une transaction sans le numérique, mais c'est que ce sera 40 $. Et alors, j'ai dit, eh bien, oui, mais par rapport si on ne connaît pas bien la technologie, comment ferions-nous? Par exemple, si je viens et que je ne sais pas utiliser la technologie, comment je pourrais faire? Je pense que c'est de l'agisme institutionnel. Ça, c'est un exemple.
L'agisme interpersonnel, c'est par exemple, vous venez chez moi dans mon bureau et puis je trouve que vous êtes soit trop jeune ou soit trop vieux pour le travail, l'emploi, et donc ça, c'est de la discrimination. Et lorsque c'est dirigé vers nous-mêmes, en fait, c'est parce qu'on agit aussi de manière qui n'est pas en concordance avec notre âge, et cela peut impacter notre durée de vie, notre bien-être financier, notre vie sociale, bien sûr, l'estime de soi, etc. Sur la prochaine diapositive, vous pouvez voir que nous avons fait un sondage de l'OSDA, donc sur l'agisme, en Colombie-Britannique, et on a posé trois questions. Selon vous, l'agisme est-il un enjeu en Colombie-Britannique? On avait 9200 réponses. 84% sont d'avis que l'agisme est effectivement un enjeu. 54% disent avoir été touchés directement par l'agisme. Et nous avons posé ces questions générales. Si nous avions posé des questions plus spécifiques, peut-être que nous aurions eu encore plus de détails et peut-être même plus de chiffres, des chiffres plus hauts. Donc plusieurs thèmes principaux ont émergé. Par exemple, ma mère conduit encore, mon père travaille encore, et on utilise ce terme encore, alors comme s'il ne devait plus le faire. Il y a, si par exemple une femme arrive, elle n'a pas les cheveux de la même couleur ou peut-être plus clair que moi, et donc elle est invisible, alors que les personnes derrière, les personnes qui ont des cheveux encore colorés, peuvent avoir encore un meilleur service. Alors que cette personne qui avait vraiment les cheveux blancs était là pour acheter quelque chose pour sa petite fille et finalement elle est retournée bredouille et allait dépenser son argent autre part. Donc ça, c'est un exemple encore. Une des choses sur l'agisme, c'est que il faut normalement s'habiller en fonction de son âge. Par exemple, on m'a dit qu'il faudrait que je porte du blanc quand je fais de la parole en public. On m'a dit aussi que, il fallait que je porte telle ou telle couleur parce que sinon j'avais l'air trop vieux, etc. Donc vous vous rendez compte. Et par rapport maintenant aux établissements de soins de santé, on peut voir que parfois, les docteurs disaient simplement, ah, c'est simplement, ces symptômes montrent simplement que vous vieillissez. Ils sont complètement ignorés. On a parlé déjà de, par exemple, lorsque j'avais une discussion avec un docteur et j'ai dit, voilà, j'ai un problème avec un genou. Et j'espérais que le médecin allait regarder si j'avais une jambe plus courte que l'autre. Et il m'a dit, c'est à cause de votre âge. Et je lui ai dit, eh bien, si c'est vraiment l'âge et que j'ai une blessure au genou droit, alors pourquoi est-ce que je n'ai pas de blessure au genou gauche? Donc vous voyez à quel point comment nous traitons les gens qui sont sujets à l'agisme dans le système de santé. Donc, bien sûr, il y a aussi l'inclusion sociale. On n'a pas les mêmes traitements par rapport à l'emploi, les soins de santé en général et les médias aussi. Ça, c'est quelque chose de très prévalent aussi par rapport aux personnes qui vont être arnaquées en ligne, par exemple. Donc, certainement, cela peut affecter votre vie de manière différente et diverse, de manière négative, bien sûr. Vous pouvez aller au supermarché, vous regardez les magazines, regardez les couvertures de magazines. Celui-là, c'est celui que je préfère, c'est Vogue. Il vient des Philippines. Une personne de 106 ans était sur la pochette. La- et et c'est également une tatoueuse. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est la personne la plus âgée sur la pochette, la couverture d'un magazine. Et
veut que les personnes puissent être célébrées et je trouve que c'est vraiment important et on le voit partout dans les médias. Par exemple, Harrison Ford, qui était encore acteur d'Indiana Jones il y a quelques années, encore, même à son âge, vous pouvez voir à quel point c'est important. Vous pouvez voir ici quelques citations de ça pour voir comment les gens se sentent. Et le prochain, c'est donc l'appel à l'action. Alors, cherchez la section et regardez de quoi on se moque. Et il se peut qu'on trouve un certain sens de l'humour qui est acceptable, mais en général, on se moque de choses qui ne sont pas OK. Par exemple, les parties du corps qui ne sont pas aussi mobiles ou la démence. Et en fait, c'est pas drôle parce que si vous vous moquez d'un autre groupe, eh bien, il faut pas se moquer des personnes pour quelque chose. Euh, dont les gens n'ont pas de contrôle. Alors, il y a des conventions et donc on veut voir cette protection et on veut voir comment le Canada s'en occupe et comment il le distribue sur les différentes provinces. Et donc, les soins de santé doivent s'assurer aussi que les soins diagnostiques sont disponibles. Un exemple que je propose, par exemple, il peut y avoir des personnes qui pensent différemment, mais je pense que cela a plus lieu auprès des femmes. Je pense qu'il y a plus de sexisme et de agisme. On parle pas vraiment de la ménopause. Est-ce que les femmes reçoivent les traitements nécessaires pour continuer à profiter de la vie? Par exemple, les traitements de remplacement hormonal. Par exemple, nous allons offrir des traitements pour femmes l'année prochaine, mais il y a d'autres tests de diagnostic et d'autres traitements. Alors, comment est-ce que cela a un impact sur les personnes qui sont en bonne santé et à qui ces traitements pourraient aller bien? Par exemple, les colonoscopies, il faut penser à cela. Et comment nous pouvons connecter les générations plus jeunes ou plus âgées et voir, disons, ces politiques qui discriminent contre les personnes, en particulier la retraite, et il y a d'autres politiques qui n'aident pas les personnes plus âgées. Donc, on les examine et on y réfléchit. La prochaine diapositive, là, lorsqu'on parle de groupe de personnes âgées, j'essaye d'inspirer et j'essaye que les personnes âgées acceptent leur âge et non pas qu'ils souhaitent être plus jeunes, mais qu'ils acceptent les différences. Disons qu'ils célèbrent leur sagesse, leurs expériences de vie, leurs rides, leurs cheveux blancs. Lorsque Joe Biden a exprimé son souhait de continuer à être président, il y a eu beaucoup de questionnements sur sa capacité de prendre des décisions. Évidemment, il peut y avoir quelque chose. Quelqu'un que je connais l'a entendu faire un discours à San Diego récemment et il a fait très très bien d'ailleurs. Mais on n'a pas vraiment parlé publiquement s'il a des problèmes cognitifs ou pas. Mais ce que les médias disaient à l'époque, c'est pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas être président? Eh bien, parce qu'il est trop vieux. Et quel est l'âge de Joe Biden? Je pense qu'il a 80 ou 83 ans. Et je voudrais vous présenter quelques personnes qui ont le même âge que Joe Biden à la base. Et personne ne leur dit qu'ils sont trop vieux pour leur âge, pour leur profession. Alors, peut-être que vous reconnaissez ces gens-là. Alors, les Rolling Stones, et pourquoi je vous présente les Rolling Stones?
Merci pour les petits cœurs. Oui, ben, les Rolling Stones, ils étaient à Vancouver l'année dernière. Et en fait, à Disney Station, Ronnie Woods, il me semble qu'il a presque 80 ans. Il lui manque une partie de son poumon. Mick Jagger a eu pas mal de chirurgie. Keith Richards, si vous savez comment il est encore en vie, franchement, personne ne le sait. Mais eux trois, eh bien, ils ont déchiré. Franchement, ma sœur était dans les coulisses et c'était difficile d'être debout toute la soirée. Mais après, moi, donc j'écoutais les commentaires des gens concernant le groupe et ils disaient bon, ils me disaient mais regardez, on dirait pas qu'ils ont leur âge. Et moi, je me suis dit, c'est incroyable. Et son mari a dit, moi, regardez, il chante, comment il chante. Et Mick Jagger faisait danser comme un singe. Et franchement, la chanson Give Me Shelter, ça veut dire protège-moi. Et les premières quatre lignes qui sont tellement importantes pour l'époque actuelle et qui étaient sans doute pertinentes dans les 60, mais cela continue à être pertinent aujourd'hui. Euh, mais enfin, voilà, c'est les Rolling Stones et ils ont presque le même âge que Joe Biden. Alors, voilà des gens de son âge qui continuent à faire leur travail. Donc, euh, quand on voit les paroles de la chanson, on voit que c'est vraiment, on parle d'une tempête s'approche et on sait qu'aujourd'hui on a reçu, on a parlé d'une alerte au tsunami en Colombie-Britannique. Euh, mais en fait, voilà, si on parle d'obtenir une protection, comme par exemple des établissements à long terme, si on n'a pas cette protection, eh bien, on va être isolé, on va être exclu socialement. Moi, je pense que cette chanson des Rolling Stones est une bonne chanson à réfléchir lorsque nous faisons cette conversation sur l'agisme et l'investissement sur les adultes nés. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voici mes coordonnées et je m'excuse avec l'interprète si elle a eu des problèmes à me suivre. En tout cas, merci beaucoup et je suis là pour répondre à vos questions. Merci, Dan. C'était excellent. Et je pense que beaucoup de choses dont tu as parlé aujourd'hui ont été importantes pour moi. Et lorsque je vois le chat, je vois que beaucoup de personnes sont d'accord. Surtout que l'agisme, ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. Il faut vraiment célébrer le fait que les personnes vivent plus longtemps que les générations passées. Et lorsque nous parlons des problèmes, des stéréotypes négatifs qui peuvent avoir une influence négative sur les expériences des personnes âgées. Merci donc de tout ce que tu nous as dit. Et maintenant, nous allons passer sur des questions. Alors, un petit rappel, merci à tous de votre participation. Si vous avez des questions pour Dan, ajoutez-les donc au chat et on va commencer. Et je pense que tu voulais commencer avec les questions. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler sur le chat. On va parler de ce que l'on peut faire pour combattre l'agisme et combattre donc les stéréotypes négatifs. Est-ce que vous voulez commencer avec des idées, Tan? Oh, oui, merci. Je pense que l'idée, c'est le choix. C'est quelque chose que nous perdons lorsque nous vieillissons. Souvent, c'est le choix. Souvent, nous donnons beaucoup de valeur à notre indépendance et ça fait partie de l'esprit des êtres humains. Et enfin, si nous avons cette habitude d'avoir un accès non, à notre indépendance, et disons par exemple à 50 ans, on nous propose de commencer à avoir des colonoscopies pour
dépister le cancer du côlon. Et ça prend 10 ans, le cancer prend 10 ans à se développer. C'est pour ça qu'on le fait au long de 10 ans. Et après un certain âge, on ne le propose plus. Et j'aimerais savoir quels sont les risques ou les autres choses qui se passent mal si vous avez une colonoscopie. Mais si on pense à quelqu'un de 85 ans, ils ont vécu 20 ans ou plus, alors pourquoi est-ce qu'une personne de 85 ans devrait prendre ce test, même s'il y a des risques? Je me demande comment avoir cette conversation pour que cette personne aînée décide tout seul s'il est d'accord à prendre ce test, s'il ce dépistage, s'il connaît les risques. Voilà une conversation qu'on pourrait avoir avec les personnes aînées. Oui, merci Dan. Et je pense qu'il y a d'autres questions qu'on voit. N'hésitez pas si vous avez d'autres suggestions sur comment les fournisseurs de soins de santé peuvent continuer à travailler dans ce sens. Et je vois qu'il y a beaucoup de suggestions excellentes et des personnes qui partagent leur expérience, d'où ils ont vu l'agisme, par exemple. Merci de partager avec nous. Mais je pense que l'une des questions qui a sorti aussi, c'est quel est le terme plus approprié, disons, est-ce qu'on dit personnes âgées, seniors, qu'est-ce qui n'est pas péjoratif, quelle est la meilleure manière de parler de ces personnes? Eh bien, en anglais, on parle de seniors. Euh, L'OMS et l'ONU et d'autres groupes utilisent le terme personnes âgées, qui est un terme plus accepté globalement. Et les aînés ont aussi une connotation spéciale ici au Canada avec les peuples autochtones. Euh, C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont un certain respect, qui sont révérées, qui sont spéciales. Donc, en fait, moi, si je dois appeler quelqu'un quelque chose, eh bien, je choisis de l'appeler par son nom. Je préfère l'appeler par son prénom. Et je pense que nous devrions prioriser les personnes par qui elles sont. Oui, j'aime bien ça. C'est bien d'inviter les personnes à décider ce qu'ils préfèrent, comment ils préfèrent être appelés. Oui, c'est une très bonne manière d'avoir des conversations. Oui. Il y a autre chose dont j'aimerais parler, c'est l'une des actions en Colombie-Britannique, si tu voulais parler, si tu voudrais parler du travail que ton bureau réalise. On a parlé du pourcentage des personnes qui souffrent d'agisme. Quelles sont les mesures que tu prends et que d'autres parties du pays pourraient suivre pour continuer à combattre cela et à continuer à sensibiliser dans ce sens? Eh bien, dans le système de santé, il s'agit d'éduquer de la manière dont on parle du racisme. Je pense, par exemple, à comment m'assurer que on adapte les endroits à l'âge pour nous assurer que nos salles d'attente, par exemple, prennent en compte les personnes plus âgées, les personnes qui souffrent de démence, les personnes qui souffrent de diverses euh, problèmes et aussi former le personnel, les réceptionnistes, les infirmières, les médecins. En général, lorsqu'on organise le système de santé, pour que si quelqu'un vient qui peut souffrir de démence et penser par exemple au bruit, à la manière dont nous nous adressons aux personnes, le langage que nous utilisons, être sensible euh, par exemple, différence d'âge, comment nous nous adressons aux personnes, les choses qu'on peut faire à un coût plus bas, parce que à la différence des autres isthmes, si on vit suffisamment longtemps,
souffrons d'agisme. On va éventuellement devenir ce groupe de personnes. Donc, cela sert aussi nos intérêts propres d'essayer de rendre le monde meilleur pour les personnes les plus âgées. Oui, c'est excellent, merci. Et une autre question qui apparaît dans le chat maintenant, c'est si vous avez les interventions peut-être sont orientées pour les personnes plus âgées, entre 80 et 90 ans. Oui, c'est intéressant. Il y a beaucoup de programmes et de services. Nous avons des activités pour les personnes plus âgées. Et il y a 30 ans, la plupart de la musique venait de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et la thérapeute de musique jouait cette musique. Alors je me demandais si les personnes plus jeunes qui étaient plus orientées vers le jazz ou vers le rock, s'ils elles aimaient cette musique. Et la plupart d'entre nous avons une ère qui nous définit, disons, en termes de musique. Hein. Mais j'utilise cet exemple afin de montrer que si vous avez peut-être 90 ans et qu'il y a une personne plus jeune qui a 60 ans, eh bien, une diversité. Donc, peut-être qu'il faut s'assurer de faire plaisir à tout le monde, même quand on parle d'alimentation. Il y a des personnes qui préfèrent, par exemple, la purée de patates. Il y en a d'autres qui préfèrent les hot dogs. Donc, comment organiser la vie dans les soins de longue durée, dans les établissements de soins à longue durée? Euh, comment regrouper les personnes. Dans certaines organisations, on parle, par exemple en Hollande, il regroupe les personnes par caractéristiques similaires. Donc, il y a des personnes qui se sentent mieux, disons, avec des personnes qui sont d'une même génération, ou peut-être par les personnes qui partagent certains intérêts. Il faut peut-être accepter qu'il y aura une certaine diversité dans les âges partagés. Oui, c'est très intéressant. J'ai mis dans les chats qu'il y a aussi des connexions intergénérationnelles, intergénérationnelles. Donc, peut-être qu'il faut construire aussi ces connexions intergénérationnelles. C'est aussi important. Il y a beaucoup d'excellentes conversations. Une autre question que je vois, je m'excuse si je perds des questions, mais il y avait un commentaire sur les baby boomers qui vont partir et donc on n'aura plus besoin de ces services. Qu'en pensez-vous et comment répondre à ce commentaire? Eh bien, il y a quelques commentaires ici, parce qu'on a des crises au Canada. Le gouvernement fédéral, le Premier ministre, a inclus plus d'investissements de logements et donc ces établissements pourront devenir des logements. Bien sûr, ce sont des chambres plus petites qui pourraient peut-être plus tard être adaptées et même si la population de baby boomers sont une cohorte très large, on peut, même si on pense à la démographie au large, on aura besoin d'endroits comme ça pour que les personnes vivent. Je ne sais pas si vous avez vu la crise qui s'approchait il y a déjà des dizaines d'années. On parlait sur les addictions et la santé mentale dans le système de santé. On ne sait pas de quoi ça aura l'air dans 20 ans, disons, mais par exemple, ces endroits pourront être utilisés pour des logements ou pour combattre les personnes sans domicile fixe. Ça pourrait être aussi des refuges ou d'autres différentes idées. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, mais il ne faut pas arrêter de construire ces établissements simplement parce que il n'y a pas de personnes, et c'est parce que cette génération ça va s'éteindre éventuellement, les baby boomers parce que elles pourront être adaptées et utilisées à d'autres fins. D'accord, merci Dan et merci à vous tous pour vos commentaires et vos observations tout au long de ce webinaire.
Merci pour vos contributions. Et Dan, la dernière question, s'il y avait une seule chose que vous voudriez que les personnes se souviennent de de la conversation d'aujourd'hui, de quoi il s'agirait? Eh bien, en fait, c'est que l'une quand on parle de notre agisme à nous intérieur, hein, vraiment, la phobie, c'est une peur. Et je parle de la gérophobie. Géro, c'est vieillir, donc la peur de vieillir. La gérophobie, c'est si vous pensez à vous regarder un jour dans le miroir et voir un vieillard, c'est la gérophobie. Donc, il n'y a pas de problème à se teindre les cheveux blancs si vous le souhaitez. Il ne faut pas avoir peur de vieillir. Faites-le parce que vous souhaitez vous sentir bien avec vous-même, mais il faut faire la paix avec vieillir. Donc, sentez-vous bien, soyez vous-même, appréciez-vous. Et certaines personnes n'aiment pas parler de leur prochain anniversaire parce qu'ils en ont peur, mais acceptez le vieillir et acceptez les personnes autour de vous qui vieillissent. Et le fait de vieillir, c'est que c'est un privilège. C'est vraiment, c'est quelque chose que peu certaines personnes n'ont pas le privilège de vieillir. Donc, soutenez les personnes qui vieillissent autour de vous et défendez les adultes plus âgés. Leurs voix parfois ne sont pas entendues et ils sont éliminés autour de vous. Leurs voix sont éliminées. Nous voulons nous assurer que les personnes plus âgées qui sont une partie très grande de notre population au Canada, nous voulons nous assurer que ces personnes sont au centre et en avant et qu'ils reçoivent les programmes et les services dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, tout le monde a un rôle à jouer pour que cela ait lieu. Absolument. Merci Dan pour être avec nous aujourd'hui et pour partager avec nous ce qui se passe en Colombie-Britannique et tout ce que se passe avec ce sujet. Il nous reste un tout petit peu de programme d'aujourd'hui dans notre diapositive suivante. Nous allons parler de Cap Santé. C'est un mouvement canadien que nous avons lancé en Excellence en santé et il s'agit de partager les connaissances, de mettre en œuvre des approches éprouvées, améliorer les soins et services de santé. Il s'agit donc de coaching afin de créer un impact local durable et améliorer collectivement les soins et services de santé pour au moins 1 million de personnes pour travailler avec des organisations telles que la vôtre. Donc, voici un lien dans le chat de Cave Santé. Vous pouvez apprendre davantage des opportunités de soutien et nous acceptons donc des candidatures dans les inscriptions. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et nous voulions aussi partager que notre prochaine session aura lieu le 25 septembre de midi à 1 heure. Et donc ce webinaire sera donc une révision du retour sur l'investissement de cette méthodologie, la valeur dans les différents secteurs, communiquer la valeur pour vos partenaires et la clé pour leur implication et la durabilité. Ici, donc, nous connectons les personnes pour que vous ayez donc un aperçu de la méthodologie afin de comprendre mieux l'impact de initiatives dirigées par les communautés. C'est un webinaire public. N'hésitez pas à partager cette invitation avec tous ceux qui pourraient s'en bénéficier et nous espérons vous retrouver là. Alors, au final, votre retour est très important pour nous, pour la conception des webinaires à venir. N'hésitez pas donc à répondre au sondage qui se trouve maintenant sur l'écran. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui et pour vos contributions à notre conversation et dans le chat. Merci à Dan de nous avoir accompagnés aujourd'hui et bonne fin de l'été et à septembre. Merci.